France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Si vous ne le saviez pas encore, je vous le confesse, le Book Club est très joueur. Son équipe d'abord, celle qui prépare cette émission quotidienne sur France Culture et celle qui fait vivre sur Instagram notre club de lecture. Ses membres aussi, vous qui partagez avec nous vos coups de cœur, vos avis, votre amour de la lecture. Alors nous n'avons pas résisté à convier deux romanciers qui ne sont pas les derniers à jouer avec les mots, les phrases, avec leurs romans. Tiens, mais comment on fabrique un roman ? On va se poser la question avec nos invités et nos lecteurs. À la fois, les plantes parlent, on peut s'aimer et s'enlacer comme du lierre. Puis on fait la connaissance du fils du patron, de la serveuse. Il est comme ça, Simon. Il se laisse impressionner par les petits froissements d'âme autour de lui. Mais laissons là ces considérations d'ordre pratique et passons à un plan plus large. Hashtag Book Club Culture. Marin, Anaïs, Céline, Caroline et Isabelle, les lecteurs et lectrices du jour qui vont nous retrouver et nous rejoindre tout au long de cette émission. Et j'accueille pour être totalement complet dans ce book club Christine Montalbetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière et dramaturge. Votre dernier roman, Le relais des amis, vient de paraître aux éditions POL. Maison qui fête ses 40 ans cette année, maison fondée par Paul Oczachowski-Lawrence, qui a publié notamment Georges Perec. Et là, vous me regardez avec des yeux et vous me voyez venir, Christine Montalbetti. L'écriture, c'est comme un puzzle, disait Georges Perec. C'est un jeu qui se joue à deux. C'est un auteur qui compte pour vous ? Ah oui, certainement. Mais c'est surtout cette idée-là que ça se joue à deux. Ça, c'est vraiment essentiel dans mon écriture de mettre en scène cette relation avec le lecteur et de la célébrer à travers le roman lui-même. Si vous deviez nous présenter ce roman, Le relais des amis, en une phrase, qu'est-ce que vous diriez avant de rentrer dedans, évidemment, et de le parcourir ? Peut-être que c'est un genre de farandole, que Le relais des amis, c'est à la fois le nom d'un café qu'on découvre au début du roman dans une station balnéaire, et puis le principe du livre qui consiste à passer comme ça d'un personnage à l'autre. Un jeu qui se joue à deux, c'est aussi un peu le principe de cette émission du Book Club, puisque on n'a pas évidemment résisté à l'envie d'inviter avec vous Patrice Pluyette. Bonjour. Bonjour. Le jeu, c'est aussi un des grands ressorts de votre roman que vous intitulez Film fantôme et qui joue donc avec un roman de chevalerie, un poème très célèbre, Roland Furieux de L'Arioste, qui a été édité au XVIe siècle. C'est le dernier volet, Film fantôme, d'un cycle littéraire qui avait commencé en 2008, où vous jouiez déjà beaucoup avec différents genres romanesques. Alors, quel est ce nouveau roman ? Quel est son genre, si je vous pose une question un peu générale ? Oui, je me suis lancé dans une entreprise un peu ludique. On parlait de Georges Perec tout à l'heure, et c'est vrai que j'avais envie de... Enfin non, j'avais pas envie, ça s'est fait un petit peu naturellement au fil des romans. C'est une remarque que je me suis faite a posteriori, en fait, que j'avais revisité des genres romanesques. Et j'ai commencé par le roman d'aventure, ensuite il y a eu le roman policier, le récit naturaliste. Et là, Film fantôme, c'est le roman de chevalerie, par le prisme du cinéma. Alors on va évidemment aborder chacun des thèmes de vos livres et on va aussi voir qu'il y a quelques points communs. Et comme on propose d'entrer dans le book club, eh bien, je vous invite à entrer dans Le relais des amis. C'est le titre de votre roman, Christine Montalbetti. C'est, vous l'avez dit, le nom d'un café dans lequel on entre dans les premières pages. C'est là que tout débute et je peux vous dire que notre lectrice Anaïs s'est totalement laissée embarquer. Le relais des amis, c'est ma première lecture de 2023 et c'était une belle façon pour commencer l'année parce que j'ai absolument adoré ce jeu réjouissant que Christine Montalbetti propose dans ce passage de relais d'un personnage à l'autre et aussi d'un pays à l'autre. On rentre au début du roman avec cet écrivain en panne d'inspiration, puis on fait la connaissance du fils du patron, de la serveuse, de ces hommes attablés au comptoir. On suit l'un d'eux lorsqu'il sort, on croise une agente immobilière, on se met à la suivre. Et là, d'un seul coup, on comprend ce que Christine Montalbetti est en train de mettre en place et impossible de lâcher le roman jusqu'au bout. C'est une très belle lettre au pouvoir de la littérature et aussi au roman que chacun d'entre nous peut écrire en soi lorsqu'on observe quelqu'un dans la rue ou dans un café. Il y a un extrait dans Le relais des amis que j'aime beaucoup parce qu'il montre à quel point chacun peut écrire son petit roman à soi. Il y a quelque chose de très doux, de presque intime, à se trouver tous les deux réunis au matin dans l'habitacle de cette voiture
comme s'il venait de quitter leur appartement et qu'elle allait le déposer en chemin. C'est une sensation étrange, presque conjugale, du moins pour lui, pour qui la circonstance est nouvelle. Laurette, elle, a l'habitude d'emmener ses clients pour les visites, et le trouble de se retrouver à deux dans cet espace exigu et personnel de sa voiture est un genre d'émotion romantique qui, à supposer seulement qu'elle éclose en elle, doit à cet instant être reléguée très loin derrière l'excitation de la vente à signer. Bastien Sanchez, c'est le nom qu'elle a noté sur son dossier, laisse trembler cette petite fiction de leur couple, tandis que se succèdent tranquillement les rues de la ville qui accueillent leur passage avec une bonhomie encourageante. Lecture donc d'Anaïs, membre du Book Club Christine Montalbetti. Racontez-nous, moi ce qui m'a marqué dans ce que vient de nous raconter Anaïs, c'est cette idée de roman impossible à lâcher. Vous nous embarquez et vous ne nous lâchez plus. Mais ça me réjouit, sa lecture. Effectivement, le fait qu'on passe aussi comme ça d'un personnage à l'autre, il y a une espèce d'effet d'entraînement, une fluidité aussi. Voilà, c'est un renouveau aussi perpétuel d'un personnage à l'autre. Et puis aussi un jeu sur les relais qui vont faire passer justement, qui vont nous faire connaître successivement toutes ces personnes. Et c'est très joli aussi ce qu'elle dit sur le fait que ça lui rappelle tous les romans qu'elle-même peut se faire quand elle regarde les autres et tous les romans qu'on se fait en regardant en particulier les inconnus dont on s'invente comme ça brièvement les histoires. C'est que ça a marché, votre style et votre roman, puisque nous-mêmes dans l'équipe, on s'est dit qu'en préparant cette émission, depuis une semaine, on regardait les choses autour de nous un peu différemment. Patrice Pluyette, ça vous inspire, ça, ce qui se passe autour de vous dans la vraie vie, si je puis dire? Oui, bien sûr. Un écrivain, il est solitaire, hein. Comme disait Truman Capote, un écrivain doit se rendre impérativement solitaire pour écrire. Mais il est avant tout être humain dans le monde et évidemment le monde est très important, les humains, mais aussi le monde à travers la lecture. Moi je dirais plus, c'est important d'être dans le monde mais en tant qu'écrivain, mais aussi en tant qu'être humain. Parce que moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les livres, en fait. C'est la vie à travers les livres. Et c'est souvent c'est moins la vie qui m'inspire que la vie dans les livres. La vie par le prisme des mots. Alors, ce qui est étonnant dans le roman de Christine Montalbetti, c'est donc cette fluidité, vous le disiez, entre tous ces personnages. On suit chacun un peu comme une caméra suivrait évidemment se dérouler. C'est un peu comme dans votre roman, Patrice Pluyette, puisque vous aussi, il y a l'idée de cinéma, de la caméra qui prime, puisque pour expliquer votre roman, ce narrateur, qui est lui-même aussi écrivain, il est un peu particulier, puisqu'il se dit, moi, l'écriture, c'est trop facile, c'est trop simple. À chaque fois que je publie un roman, il en a publié 5, ça fait un carton. Il dit même, les gens ne lisent que ça, des histoires d'amour sirupeuses et vides. Ils se foutent du style. Ce qu'ils veulent, c'est suivre une histoire sans être trop concentré, afin de pouvoir manger des biscuits et boire du thé en même temps. Il les bâcle un peu, ces romans. Ouais, c'est un peu tout l'inverse de moi, cet écrivain. J'ai pas la prétention de dire que mes livres sont travaillés, mais en tout cas, vu le temps que j'y passe et l'implication personnelle que j'y mets, je suis en droit de dire que je les bâcle pas. Oui, lui, donc, il décide d'adapter un roman et d'en faire un film. Et tout au long du livre, pardon, il y a 2 histoires. Il y a l'histoire du tournage et l'histoire du film. L'histoire du film qu'on voit à travers le viseur de la caméra du narrateur et qui s'imprime en fait dans le cerveau du lecteur et qui se fait son petit film à lui, quoi. C'est une sorte de petit cinéma intérieur. Et c'est vrai qu'avec le roman de Christine, il y a ce point commun du cinéma, puisque moi j'ai trouvé que son livre c'était un long plan séquence en fait. Et moi dans mon livre et dans celui de Christine aussi d'ailleurs, je me suis fait cette remarque. J'ai fait en sorte que tout soit visuel, que évidemment un film c'est visuel, forcément. Et l'écriture aussi est visuelle, puisque quand on lit n'importe quel livre, on se fait des images dans sa tête.
Jean-Philippe Toussaint, je crois, disait qu'écrire, c'est lire les yeux fermés. Que lire, c'est lire les yeux fermés, mais c'est-à-dire qu'en fermant les yeux, on voit toutes ces images. Et, et c'est vrai que du coup, moi, j'ai vraiment séquencé le Roland Furieux en question pour en faire un film, et je n'ai gardé que les parties vraiment très très visuelles, très cinématographiques, avec des phrases relativement courtes, des stimuli très simples pour que le lecteur vraiment voit très, très facilement l'image. Alors c'est intéressant ce que vous dites et on va écouter notre lectrice Céline qui parle quasiment de magie de votre roman. On l'écoute. Il se pourrait alors que dans la scène qui se joue devant nous, ni Renaud ni Angélique, qu'on ne voit pas mais qui doit bien se trouver quelque part, n'aient déjeuné. Ont-ils seulement petit déjeuner ? Et cette donnée corse un peu le drame. J'aimerais en effet vous y voir, à jeun, dans le froid, sur un cheval qui s'ébat dans les bois et qui, lui, a bien mangé, ou à pied en train de courir. Car oui, il fait froid, enfin pas très chaud, et le ciel dégagé ne relève que timidement les contrastes de couleurs. Mais laissons là ces considérations d'ordre pratique et passons à un plan plus large. Alors c'est votre roman Patrice que j'ai lu et j'en garde vraiment le souvenir fort d'un roman unique. Je ne sais pas par quel procédé vous y êtes parvenu, et ce procédé est forcément un peu magique parce que j'ai littéralement vu le film dans ma tête, le film dont vous parlez, j'en ai eu la projection dans la tête et c'était une expérience de lecture complètement unique. Donc le film en question, c'est l'adaptation de Roland Furieux, un texte médiéval que je ne connaissais pas et je suis ravie d'avoir découvert. Mais voilà, c'est pas que ça, il y a tout ce que vous racontez autour, les techniques de cinéma, la psychologie des acteurs, etc. Et c'est un tout qui fait que ça fonctionne et que ça nous emmène sur un terrain qui m'était complètement inconnu en termes d'expérience littéraire. Du coup, ma question pour vous, Patrick Pluyette, c'est comment avez-vous eu cette idée fantasque, géniale mais fantasque, de proposer une telle expérience et d'écrire un film, pas pour en faire un film, mais pour en faire un texte qui permettra au lecteur de voir ce film. La question de Céline de Nouméa et la réponse de Patrice Pluyette. Déjà, pour partir du début, je suis tombé un jour sur Roland Furieux, tout simplement. C'était en 2015. Roland Furieux venait d'être réédité chez Gallimard, enfin plutôt Roland Furieux raconté par Italo Calvino. Parce qu'il y a deux choses. Moi, je me suis inspiré du Roland Furieux de l'Arioste, chez Folio et aussi aux Belles Lettres, en collection bilingue. Et je me suis inspiré aussi de Italo Calvino, du Roland Furieux raconté par Italo Calvino. Ce dernier a l'avantage d'être plus court, plus simple, plus concis. Et je suis tombé sur ce livre en librairie et tout de suite, moi je l'ai pris, je sais pas pourquoi, il était en fascine comme ça, je l'ai pris, parcouru par une sorte d'attirance électrique, je l'ai pris, je l'ai regardé et tout de suite je me suis dit, c'est un univers qui m'est commun, ces personnages me parlent, je vais réécrire le Roland Furieux. Voilà, moi j'ai eu cette idée comme ça en un dixième de seconde, je vais réécrire le Roland Furieux. J'en ai parlé à mon éditeur qui m'a dit, Calvino l'a déjà fait, ça risque de poser problème. Et en fait, pour être très honnête, c'est un ami cher qui est plasticien, qui s'appelle Raphaël Zarka, pour le citer, qui m'a donné cette idée, en fait, éventuellement, en fait, de mettre en abîme ce Roland Furieux et de faire en sorte que ce soit un Roland Furieux adapté au cinéma. Et en fait, ça allait tout à fait bien avec ce que j'avais commencé à faire, puisque moi-même, en réécrivant le Roland Furieux, mon narrateur se racontait lui-même et racontait ce qu'il était en train de faire et racontait les personnages qu'il était en train de mettre en place comme des marionnettes. Ce que j'ai déjà fait par le passé avec La Traversée du Mozambique, Par temps calme, avec d'autres livres où je considérais que les personnages aussi étaient sujets à marionnettes, à fiction. Et du coup, moi, ça m'allait bien parce que je gardais mon ton, mais si vous voulez, je faisais une profondeur, j'augmentais une perspective du coup, je faisais juste une perspective. Et ensuite, comme la littérature est cinématographique, par essence, le cinéma, il a existé dans la littérature avant d'exister dans le cinéma. Hein. Il n'y a qu'à voir des livres de Zola, de Flaubert, de Dickens, de Homer.
de Virgile. Il y a déjà l'idée de mouvement, d'image Voilà. en mouvement, en fait. J'ai amplifié l'essence même de la littérature qui est d'être cinématographique. Je l'ai juste amplifié. Christine Montalbetti, il y a une idée de mise en scène dans le livre de Patrice Pluette, mais dans le vôtre aussi. On regarde le livre presque en train de s'écrire avec l'œil de la caméra, le narrateur qui nous inclut en fait aussi dans ce mouvement de caméra. Oui, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de cinématographique aussi. Ce que disait Patrice sur le plan séquence, oui, ça fonctionne comme un plan séquence. Et il y a quelque chose d'assez cinématographique, paraît-il, dans mon écriture, mais ça passe plutôt par le gros plan ou par des effets de référence à des genres de cinéma. Mais ici, c'est plus dans la fluidité du plan séquence, c'est-à-dire un plan dans lequel il n'y a pas de montage. Contrairement par exemple à ce que c'est qu'une existence, où au contraire ça jouait vraiment sur le montage d'une séquence à l'autre. Et oui, à la fois c'est un jeu et à la fois c'est aussi une manière de pouvoir aborder plein de personnages différents, plein de vies différentes comme ça, mais qui sont approchées de manière ténue dans une sorte de frémissement. Simon, ce personnage avec lequel le roman commence et qui est donc ce romancier un peu en panne d'inspiration qui part au café, est quelqu'un qui est très sensible au frémissement justement des êtres autour de lui, aux émotions qui parcourent ces êtres. Et c'est ça aussi dont le roman essaye de rendre compte. C'est-à-dire qu'il est à la fois très ludique, ça joue sur le cinéma, ça joue peut-être sur ce que c'est qu'un roman, sur le romanesque aussi de nos existences, mais c'est aussi très concentré sur ces successions de vies en fait. Simon, il part à la chasse aux impressions. Vous écrivez, il lance vers elle le lasso de ses phrases et c'est coton d'écrire. Il a la peur de la page blanche, il n'y arrive pas. Oui, au début c'est ça. Voilà. Comment on fait pour l'aider? On va prendre un café avec lui au relais des amis. Et puis, il ne faut pas spoiler la fin, mais je crois qu'il va y arriver. Vous avez placé en exergue une phrase de John Steinbeck, extraite de son livre « Jour de travail », qui dit « J'espère que ce sera un livre détendu. Il y en a si peu de nos jours et le monde en a vraiment besoin parce que le monde est à présent tendu et noué. » Il y a au cœur de votre roman... on dit que le livre est un espace préservé dans lequel on peut évoluer à notre aise, sans masque ni gel. Et ça me fait penser à cette question de notre lectrice Anaïs. On sent dans ce roman la frustration de ne pas avoir pu voyager pendant un petit moment à cause de la crise sanitaire, alors que la littérature, elle est toujours là pour nous permettre de nous évader. D'où la question que je voulais poser à Christine Montalbetti. Je voulais savoir si cette idée de roman avait germé bien avant le Covid, ou est-ce qu'il est né justement grâce ou à cause des périodes de confinement? Alors en fait, cette idée d'un roman qui passerait comme ça d'un personnage à l'autre, c'est une idée que j'avais eue juste après avoir terminé un roman il y a plusieurs années. Dans ces moments où quand on vient d'achever un roman, à la fois on a envie de se remettre à écrire et à la fois on est dans une espèce d'état d'épuisement d'avoir créé, de sortir de la création d'un monde romanesque. Et c'est au moment du confinement que tout d'un coup cette idée comme ça un peu ancienne que j'avais eue et puis abandonnée pour d'autres romans m'est apparue comme essentielle. Et effectivement, c'est parce que les gens nous ont tant manqué pendant cette période, parce qu'aussi les voyages n'étaient plus possibles, que j'ai eu envie d'écrire ce roman dans lequel vous allez rencontrer plein de gens, justement, et aussi voyager au Portugal, aux États-Unis, au Japon, sur la côte normande, en scooter dans la ville de Paris, etc. Et l'idée, c'était aussi de prendre à la lettre, du coup, la métaphore de la lecture comme voyage et de vous faire effectivement voyager dans le livre. Et vous avez cité la phrase qui est en exergue et effectivement je crois que c'est un roman qui est léger, qui veut être léger, qui veut être... mais dans une légèreté qui n'est pas du tout une surdité à ce qui nous arrive au monde contemporain et à ses nœuds, mais au contraire, voilà, qui est léger en réaction aux difficultés du monde. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous voulez apporter à votre lecteur avec ce roman-là précisément? Pas facile comme question. Je me permets de vous la poser.
oui, alors ce que je voudrais apporter à mon lecteur, il y a beaucoup de choses en fait. C'est peut-être, oui, de ou de là, rendre plus sensible à ces frémissements, aux émotions qui nous parcourent les uns les autres, aussi revisiter leurs propres pulsions romanesques, comme la jeune femme qui est intervenue au début, qui était sensible à ça, et aussi, oui, peut-être c'est un roman qui s'ouvre à toutes ces vies et sur cette nécessité-là aussi de s'ouvrir. S'ouvrir, on va s'ouvrir à d'autres genres aussi avec votre roman Patrice Pluyette. Avec Didier Pinault qui prépare l'émission, on a compté, Film fantôme, c'est votre 8e roman. Alors, est-ce que vous avez choisi de jouer avec le poème de l'Arioste et de ses strophes en 8 vers? Est-ce que c'est pour cette raison-là, des vers qu'on appelle des huitains? Ça, c'est la question un peu coquine, si je puis dire. Non, pas du tout. Rien à voir. En tout cas, ce texte du XVIe siècle, le narrateur dit, on n'a pas besoin de le connaître, mais votre narrateur, évidemment, l'a lu et il a même beaucoup aimé. Et c'est le cas aussi de notre lecteur Marin qui nous présente donc Roland Furieux. En fait, c'est un livre d'abord extrêmement rapide et au cours, très sinueux, toujours étonnant, qui a une manière comme ça d'embrasser largement à la fois le temps, l'espace, mais aussi les passions humaines. C'est un récit où, d'une certaine manière, tout est possible, à la fois dans l'ordre du merveilleux et dans l'ordre des passions. C'est un livre donc où à la fois les plantes parlent, mais où l'on peut s'aimer et s'enlacer comme du lierre, où on peut chevaucher des animaux merveilleux, mais où on peut aussi devenir, comme Roland le devient, réduit à une sorte d'animalité la plus aveugle par amour, au point de déraciner des arbres. Donc ce qui me plaît vraiment dans le Roland Furieux, c'est cette sorte de liberté, ce principe aussi d'échappatoire permanente, où on a l'impression que le cœur du livre n'est jamais où l'on croit, comme si le livre était en fuite lui-même en même temps que ses personnages sont en fuite. Voilà, donc ce qui me séduit, c'est vraiment ce principe de plaisir de la merveille, de plaisir dans l'abondance du récit, plaisir aussi dans la variété, et notamment dans la variété du tableau qu'il dresse de l'âme humaine. Est-ce que c'est aussi ce plaisir, cette liberté que vous avez retrouvé dans ce texte, Patrice Pluyette? Oui, bien sûr, c'est un roman total, en fait, Roland Furieux. C'est un roman avec... et c'est moi-même aussi ce que j'ai essayé de faire dans le mien. C'est un roman déjà divertissant, avec plein de rebondissements, haletant, un roman d'aventure. En fait, Larios s'est inspiré de Boiardo, qui avait commencé par écrire Roland amoureux, en utilisant toute la matière courtoise de Bretagne, dont les légendes arthuriennes font partie, et le cycle carolingien. Et Larios a récupéré ça et l'a complètement amplifié en faisant en même temps en faisant un mélange une histoire de guerre, d'amour et de quête effrénée. Et ça, c'était totalement nouveau à l'époque. Et ce qui m'a plu aussi, c'est que Roland Furieux, qui est donc sorti en 1519, a été un best-seller absolu dans le monde entier, vraiment dans le monde entier, hein, jusqu'au 19e siècle, traduit dans toutes les langues. Ça a été le livre de chevet de Flaubert, ça a été le livre de chevet de Maupassant, ça a été le livre de chevet de Giono. Bon. Et aujourd'hui, à part des spécialistes, à part des universitaires, à part des profs, très très peu de gens connaissent Roland Furieux. Et moi, ça me plaisait du coup de m'intéresser à quelque chose, de remettre de m'intéresser à quelque chose qui était un petit peu comme ça oublié. Et surtout, le narrateur, il est persuadé que, en sortant son film d'adaptation donc de Roland Furieux, il est persuadé, alors à tort ou pas, je dis pas, mais il est persuadé qu'il va créer la surprise. Alors déjà, il se dit, si ça a été un best-seller, ça veut dire que mon film va être un best-seller. Et parce que c'est vrai que ça marche pas à tous les coups. Hein. Non, parce que c'est vrai que Roland Furieux a tout du best-seller. Et il se dit aussi, si Roland Furieux est tombé dans l'oubli, moi je vais créer la surprise. Et alors il se trompe puisque son tournage est un peu un fiasco. C'est un peu c'est l'autre partie du livre. Il y a le livre où où le narrateur raconte
le film de Roland Furieux, les séquences qu'il a choisies. Et puis il y a l'histoire du tournage qui, lui, est un fiasco, puisque les acteurs Sont pas très bons. sont pas très bons, Mm. c'est des acteurs de seconde zone, ils sont colériques, il y a beaucoup de problèmes, il y a des aléas climatiques, des problèmes financiers, un producteur véreux. Bon, enfin, en fait, tout se passe mal dans ce livre. Et même les personnages de Roland Furieux, moi, je les ai transformés parce que j'ai été fidèle au Roland Furieux, mais j'ai aussi modifié les personnages. J'en ai fait des... Dans Roland Furieux, les personnages sont des chevaliers fiers à bras, vindicatifs, assez misogynes. Moi, j'en ai fait des gens assez fragiles, assez humbles, assez bêta aussi. Par contre, la femme, moi, dans ma version, est beaucoup plus intelligente. Elle a vraiment une place forte, notamment Bradamante, qui est pour moi l'héroïne principale. Et sinon, tous les hommes sont des marionnettes un peu gauches, un peu maladroites, qui se prennent les pieds dans les filets, qui tombent, qui font plein de bêtises. Christine Et Montalbetti. dans son adaptation aussi, votre cinéaste, il y a des moments dans lesquels il veut que ça fasse théâtre, et il y a un petit côté parfois décor de carton-pâte qui fait penser au Perceval de Rohmer, j'ai trouvé. Ouais, Vous y ouais, aviez ouais. pensé ou... J'y ai pas pensé. J'aime bien Non, j'y ai pas pensé. J'aime bien les films de Rohmer, mais non, j'y ai pas pensé particulièrement. Mais oui, parce que mon narrateur hésite toujours entre le cinéma et le théâtre. Et il pense qu'un film, ça se fait aussi en faisant du théâtre mobile, et que parfois certains plans sont des plans de théâtre, qu'on peut faire dans un film, un plan en faisant un plan de théâtre tout simplement. Donc c'est un peu un cinéaste expérimental, mon cinéaste. Et lui-même d'ailleurs n'a pas beaucoup de talent en fait. Il est très enthousiaste, il est très passionné, mais il est un peu foufou, un peu foldingue, il fait pas trop les choses dans l'ordre, pas trop les choses dans les règles, et il n'a pas énormément de talent pour diriger, parce que pour être cinéaste, il faut, au-delà du talent artistique, il faut être un chef d'entreprise, il faut être un directeur, vraiment, un directeur d'acteurs, quoi, et d'entreprise, de PME. Et ce tournage, c'est donc, pas donné à tout le monde. Ce tournage incomplet va être bouclé, mais le film ne sera pas projeté. Il y a une sorte d'idée de boucle qui se boucle. Je vais m'expliquer. On arrive donc, on part de cet écrivain qui ne veut plus écrire, qui se dit les écrivains ont inventé le cinéma, donc je vais faire un film. Et au final, on a son éditeur qui revient à la charge, et on revient vers un roman à la fin. Cette idée de boucle, c'était important aussi pour, je sais pas, donner un objet complet, en tout cas, au final. Oui, c'était pas voulu, mais j'aimais bien la dernière phrase, enfin si je puis me permettre de bien aimer une de mes phrases, ça fait un peu égocentrique et narcissique, mais... C'est la liberté du book club, on prend son livre et on lit ce qu'on a envie de lire. Allez-y. J'aimais bien... Attendez, c'est pas tout à fait la dernière phrase en fait, c'est la phrase juste avant l'épilogue. Allez-y, cherchez. Pendant ce temps-là, j'ai une question sur la boucle qui se boucle à Christine Montalbetti, puisqu'on monte dans ce train avec vous, on est embarqué, on passe de personnage en personnage, vous l'avez dit, on va au Portugal, au Japon, que vous aimez beaucoup, je crois aussi, et on finit au Havre. Le Havre, c'est la ville où vous êtes né, là aussi, il y a quelque chose qui se boucle dans votre livre, et j'ai bien aimé cette idée qui résonnait dans vos deux livres. Oui, alors ça se boucle aussi, je ne sais pas s'il faut vraiment raconter la fin, parce qu'il y a vraiment une fin, c'est-à-dire que c'est un principe de relais, on passe d'un personnage à l'autre, mais ça n'est pas indéfini, il y a vraiment un dénouement. Effectivement, on se retrouve face au Havre, qu'on contemple depuis la plage, dans mon idée de Trouville, mais ça n'est pas précisé. Et c'est cette ville effectivement de ma naissance. Je n'ai pas pensé que ça faisait une boucle aussi autobiographique. L'urgence dans le roman aussi, c'est d'aller voir la mer, et ça c'est très beau, avec une très belle scène, un peu comme dans les 400 coups de Truffaut. On a pensé à ça. Ça nous a fait penser à cette image-là. Je reviens vers vous, Patrice Pluyat. Vous avez trouvé votre page. Oui, allez-y, lisez-nous votre... Donc, en fait, le narrateur, après avoir laissé tomber le roman pour écrire son livre, et finalement, après avoir laissé
après avoir laissé tomber l'écriture du livre pour écrire son film, et après avoir finalement laissé tomber son film Pour revenir au roman. revenir au livre, parce que ça marche pas, parce qu'il n'a pas de producteur, parce qu'il n'a pas d'argent, il écrit. Donc il se remet à écrire un livre et finalement il va raconter son tournage, tout simplement. Et le livre qu'il écrit, c'est le livre qu'on a entre les mains en fait, c'est Film Fantôme. Et il écrit « Rester chez moi, seul, à écrire des livres sans trop chercher à bien faire, ce n'est pas ce que je préfère, mais c'est encore ce que je réalise de mieux. » Il y a un terrain de jeu où vous vous amusez le plus, c'est le roman. Tous les deux, on est dans quelque chose où on a une totale liberté. Christine Montalbetti. Oui, cette notion de liberté, je crois qu'elle est essentielle. À la fois, elle est essentielle dans le moment de l'écriture, parce que s'il y a un espace dans lequel on est libre, c'est celui dans lequel on écrit. On est contraint dans la vie pour toutes sortes de raisons financières, matérielles, psychologiques, aussi libres qu'on veuille se construire. Mais dans l'espace du roman, on peut vraiment pratiquer cette liberté, et j'ai envie de donner aussi cette sensation au lecteur de sa propre liberté, et que l'expérience de lecture soit aussi cet espace-là où à la fois il ou elle renoue avec soi-même, et en même temps s'ouvre sur d'autres mondes dans un récit qui l'emmène de la manière la plus libre. Il y a un autre objet où on s'amuse beaucoup et on joue beaucoup, c'est pas vous qui me direz le contraire, Patrice Pluyette, c'est la revue Décapage, et c'est Isabelle, notre lectrice, qui nous en parle. La revue Décapage est comme un convive de marque qui s'invite 2 fois par an à la table de mes lectures. Je me réjouis de plonger dans ces pages, de prendre ce temps de lecture qui ne ressemble en rien à ce qui se fait sur la place. Décapage se débarrasse du nuisible, je trouve, de l'inutile, en extrayant avec brio une sorte de substantifique moelle, et ce, au travers de la collaboration d'articles d'écrivains, au ton décalé, loin des discours polissés. Lire cette revue est un peu comme s'alléger du vernis qui pèse sur le monde littéraire. On a une liberté de ton qui promet depuis 20 ans des articles n'étant au service d'aucun maître, si ce n'est celui de l'honnêteté des mots. C'est la seule exigence qui gouverne cette revue, celle de nous éclairer au travers de chroniques, d'entretiens, de nouvelles, des tendances et les actualités de la littérature. En tant que lectrice, je me délecte, telle une gourmandise page après page de la forme comme du fond, mêlant l'audace, l'autodérision, une intelligence vive qui permettent une ouverture véritable. Il y a du nerf, de la chair, de la joie, du courage, de la fureur, c'est euphorisant. Isabelle de Strasbourg, on a saisi sa proposition parce qu'on se disait que ça permettait de comprendre aussi dans l'état d'esprit dans lequel vous écriviez, Patrice Pluyette. Oui, puis d'autant plus que moi je publie dans Décapage. Oui, c'est pour ça. Exactement. Je publie déjà des chroniques que me demande gentiment Jean-Baptiste Gendarme, le rédacteur en chef, et des nouvelles. Et là, d'ailleurs, je dois lui remettre une nouvelle ce soir. Et oui, on parlait du roman tout à l'heure. Moi, c'est vrai que le roman, c'est pareil que pour Christine, c'est vraiment moi, j'emploierais même le terme de laboratoire, quoi. Enfin, pour moi, c'est un laboratoire et c'est un lieu d'expérimentation, de liberté formidable, infini. Même, j'ai pas de mots, quoi. Enfin, c'est là où je me sens le plus libre. Quand je suis à mon ordinateur, à ma table, je vole. Je suis comme, j'ai l'impression de conduire une navette spatiale. Enfin, tout est possible. Absolument tout est possible avec des mots, quoi. On peut refaire des mondes. Le roman n'a pas dit son dernier mot. Tout est à réinventer tout le temps. La poésie, puisque j'en écris aussi, c'est moins le lieu d'expérimentation, c'est plus le lieu du sensible, pour moi en tout cas, pour moi. Et je ne parle pas pour les autres. Et la nouvelle, puisque c'est le cas de ce que je publie dans Décapage. Alors la nouvelle, chez moi, c'est pas trop expérimental. Dans la nouvelle, j'écris un petit peu ce que j'écrivais quand j'ai commencé à écrire à 17-18 ans, c'est-à-dire des textes narratifs très réalistes, pas très expérimentaux, et avec un début, une fin, une chute. Voilà. Et en tout cas, on peut se plonger dans votre univers avec ce roman Film Fantôme qui vient de paraître dans la collection Fiction et compagnie des éditions du Seuil. Patrice Pluyette, je signale aussi la réédition de votre tout premier roman, Les Béquilles, en format poche Maurice. Merci beaucoup d'être venu ce midi dans le Book Club. Merci Christine Montalbetti. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, Le Relais des Amis, aux éditions POL. On se laisse embarquer dans ces 2 romans et ça fait un bien fou. 13h26 sur France Culture, voici Charles Danzig et ses quadritèmes. Paul Nizan, l'objet de ce quadritème était un écrivain politique, ce n'est pas mystérieux.
Il l'a été de la manière la plus honnête qui soit, en adhérant à un parti, dans son cas, le Parti communiste. Comme je l'ai dit, il en a démissionné à cause du pacte germano-soviétique. Communiste de parti, il n'avait pas besoin de l'être dans ses romans. Non seulement ceux-ci ne sont pas des tracts, mais il ne cherche pas à illustrer, par le biais de la fiction, la valeur d'échange de la force de travail ou je ne sais quelle lutte des classes. Ce serait l'équivalent des romans pieux où l'on montrait la joie des phtisiques mourantes d'aller retrouver le bon Dieu. Le roman n'est pas une réduction du général au particulier. Non, d'ailleurs, que Nizan cesse de croire à ses idées politiques quand il écrit, mais un roman est une histoire de personnages, c'est-à-dire d'individus, et, s'ils sont bien pensés, il y a toujours un moment où ils échappent à la généralité. Les romans de Nizan sont en cela supérieurs au chemin de la liberté de son camarade Sartre, dont les personnages ont l'air de profils de carton, portant le nom de la valeur morale qu'ils représentent. C'est bien le moment où ce livre de Sartre ressemble à ceux de Mauriac qu'il méprisait tant. De romans, Nizan a écrit 3. Dans le premier, Antoine Bloyer, et le dernier, La Conspiration, nous retrouvons ce personnage d'Antoine Bloyer, pour moi si caractéristique d'une certaine fiction des années 1930. Bloyer est le fils d'un homme de la campagne devenu employé des chemins de fer. C'était l'époque où, nous rappelle le roman, les évêques bénissaient les lignes nouvelles. Ils bénissaient tout ce qu'ils pouvaient dans ces temps-là, les moissons, les feux de la Saint-Jean. Ils auraient béni les bœufs sans le risque de rappeler combien la religion chrétienne perpétuait les religions dites païennes qu'elle faisait profession de mépriser. Né près d'un chemin de fer, Bloyer en suit les rails jusqu'à sa mort. Il devient machiniste au dépôt des gares d'Austerlitz et d'Orléans, à Paris, se marie et nommé à Brive, Aurillac, Montluçon, Angers, Tours. On a l'impression que ces lieux ne sont pour lui que des noms. Il ne vit que pour les chemins de fer. Il ne s'arrête pas, il traverse. Sa vie de couple est dans le même état d'asthénie. Je laisse découvrir la suite, non sans être frappé par cette asthénie que Sartre a décrite d'une autre façon dans son premier roman à lui, La nausée. Et voilà comment ces personnages des années 30 faisaient pendant, par leur mélancolie, aux personnages des romanciers de droite, combatifs, guillerets ou pieux. Antoine Bloyer a été un bon côté des déplorables années 30. Et Charles Danzig à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club. Zora Vignet, Oriane Delacroix, Didier Pinault et Alexandra Laibegovic. Thomas Beau est à la réalisation et à la prise de son ce midi. C'est Grégory Wallon. Le Book Club revient demain.